Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnet-Van Port et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'ai eu du mal à obtenir. Je veux bien sûr parler de Philippe Mété. Philippe va nous parler du gaz vert et du marché du gaz lié à cette technologie. Nous parlerons également de la méthanisation et des technologies à développer dans ce domaine. Nous échangerons aussi sur les logiques du dernier kilomètre pour les transports comme les poids lourds. Nous verrons également comment casser votre timidité grâce aux réseaux sociaux, mais aussi comment vous pouvez gérer votre temps sur des journées de seulement 24 heures. Nous ferons aussi un détour sur les meilleures sources d'inspiration que vous pouvez utiliser pour garder une créativité à son plus haut niveau. Et aussi, Philippe répondra à ma fameuse question secrète qui était pour une fois un peu plus corsée que d'habitude. Et bien évidemment, vous verrez aussi tout un tas d'autres sujets tout à fait croustillants et qui ont un rapport direct avec l'open innovation. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Anthony. Bon, aujourd'hui, Philippe, tu viens nous parler de gaz naturel, mais plus exactement du gaz vert, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Enfin, c'est ça. Je peux parler de tous les gaz que tu veux. Bah, écoute, ça va être avec le plus grand plaisir qu'on va découvrir ça ensemble. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes activités, où est-ce que tu travailles ce genre de choses. Je m'appelle Philippe Mété, je travaille chez GRDF, Gaz Réseau Distribution France, qui est le principal distributeur de gaz naturel sur le territoire français. Donc, au sein de GRDF, je travaille à la direction de la stratégie et je suis en charge de projets en recherche et développement et innovation. En général, quand on me demande c'est quoi l'intitulé de ton poste, je dis couteau suisse. Alors pour toi en plus ça doit te parler, hein. Mais en fait je dis couteau suisse parce qu'on a plusieurs missions dans notre portefeuille qui sont de faciliter et d'aider à faire grandir les projets d'innovation ou de recherche et développement de nos collègues. D'accord, c'est pas de l'évangélisation du marché vert, on va dire, en rapport avec le gaz, mais c'est plutôt de comment tu utilises les données que vous avez sur les utilisateurs pour améliorer tout simplement la qualité du réseau, la qualité des transactions et ce genre de choses, c'est ça ? Ou je suis à côté de la plaque ? Tu es un petit peu à côté de la plaque, je me permets. D'accord, ouais, ça arrive. En fait, dans nos missions d'innovation, on doit effectivement trouver des nouveaux produits, des nouveaux usages ou des nouvelles façons d'utiliser en fait l'énergie gaz avec un grand G. Parce qu'il y a, on pourra le développer, mais il y a plusieurs gaz possibles en fait pour comment dire se chauffer ou avoir des usages liés à l'énergie gaz. Et en fait, du coup, notre mission, c'est justement de faciliter l'émergence de nouveaux projets ou d'idées permettant justement d'aller vers des nouvelles énergies et des nouveaux gaz verts. Voilà, je te le fais un petit peu court, mais voilà, c'est cela qui nous anime au quotidien. Et je dis couteau suisse parce que de temps en temps on peut avoir effectivement une casquette plus de chef de projet pour vraiment être dans le pilotage pour faire avancer un projet. On peut aussi avoir une casquette de facilitateur, faire de l'idéation pour que des collègues en fait produisent des nouvelles idées. On peut aussi avoir une casquette de un peu de communication pour faire connaître aussi notre façon de travailler et la façon dont on aide à faire émerger des nouvelles filières de gaz renouvelable. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on utilise de temps en temps cette notion de couteau suisse. Je vois. Donc c'est vraiment pluridisciplinalité, quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça aussi qui fait la richesse et notre agilité dans ces missions-là. Parce que même si on est une entreprise avec presque 12 000 salariés, en fait, on n'est pas très grand dans le domaine de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour toute la société, quoi. Donc.
aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça s'entend peut-être pas forcément, mais Philippe a aussi une deuxième passion qui est les voyages en train, les voyages tout court. Là, par exemple, Philippe est dans sa voiture parce qu'on n'a pas forcément eu de créneau pour se rencontrer avant. Exactement. Ça fait un moment qu'on essaye. Ça fait un moment qu'on essaye parce que pour le feedback, en fait, enfin, le feedback, le petit saut dans le passé, on s'est rencontré avec Philippe, comment déjà? C'était sur on va dire un challenge, on se suivait sur Twitter de mémoire. Exactement. Et j'ai eu le malheur de te mettre au défi de venir manger Ah un oui. hamburger à Clermont-Ferrand. Ouais, parce qu'en fait, il y a une phrase avec moi qu'il faut pas forcément me dire sur les réseaux, mais on la dira pas là sur le podcast, hein, Philippe, sauf si tu te rappelles, même si tu Chiche, t'en je ne le rappelles. dirai pas. En fait, à chaque fois qu'on me dit un certain mot en particulier avec une action derrière, il y a beaucoup, beaucoup de chances que je le réalise, cette action. Et Philippe me dit justement, Anthony, ça serait bien que tu viennes manger un burger sur Clermont-Ferrand. Et le jour même, je lui dis, me le dis pas 2 fois. Il m'a dit le mot clé. Et le soir même, je me suis retrouvé à aller manger un burger, faire 1 heure de route pour aller à Clermont-Ferrand. Et ensuite, on a discuté. Le courant est bien passé. Et tout au long de ces années, avec Philippe, on a entretenu une vraie communication via les réseaux ou de temps en temps de façon ponctuelle. Parce que Philippe est Via des extrêmement... podcasts, parfois aussi. Exact, exact. Ah, notamment TEDx aussi, Oui. que tu aides énormément. Je crois que tu aides J'étais ton aussi coach sur aussi, TEDx. finalement. Ouais, j'allais y venir. Donc, tu as fait TEDx Clermont, enfin, t'as aidé énormément à la création sur TEDx Clermont. Et pour la petite histoire aussi, Philippe, du coup, a été mon coach sur TEDx à Angoulême. Exactement. Le TEDx saisie. TEDx Saisie, voilà, c'est saisie. Voilà, dont J'allais le, dire... Pardon, excuse-moi. ouais, dont le fondateur du TEDx saisie est Quentin Vessat. Voilà, Quentin Vessa, du coup, qui aussi travaille dans l'entreprise où tu es. Exactement. Donc, Philippe, tu es présent aussi sur les réseaux sociaux. Et Oui. il y a une qualité énorme qui ressort chez toi, c'est ta bienveillance. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu partages des nouvelles choses avec les gens tous les jours? Enfin, tu vois, qu'est-ce Alors que ça t'apporte? effectivement, c'est souvent, enfin voilà, j'ai rencontré et j'ai discuté aussi avec plein de personnes différentes par l'intermédiaire des réseaux sociaux et en particulier Twitter, mais pas que aujourd'hui. Mhm. Alors pourquoi cet engouement? Je je l'ai pas forcément, j'en ai pas fait une analyse particulière. Euh, je suis quand même j'ai plutôt un caractère timide et en fait les réseaux sociaux aident à s'affranchir d'une partie de cette voilà de ce trait de caractère. Et Pas des surtout ce complexes. que je trouve intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que ça te permet euh, voilà de discuter ou de rencontrer virtuellement au départ et après comme on dit dans les dans le dans la terminologie des réseaux sociaux in real life à un moment, et ben des Mhm. gens qui ne seraient pas forcément soit de ton milieu social ou de tes cercles sociaux traditionnels qu'on peut avoir voilà par le travail ou voilà. Donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. J'ai rencontré des gens très différents que je n'aurais pas forcément pu enfin voilà rencontrer dans la vraie vie par les cercles sociaux traditionnels. Et ben ouais, et Mhm. même pas mal de, enfin, j'ai des très bons amis que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de Twitter ou d'Instagram. Ok. Bon, franchement, moi, enfin, la première fois que j'ai regardé ton contenu sur les réseaux sociaux, je me suis dit qui est-ce et tout ça, et puis en fait, vu que tout a démarré grâce à ça, je me suis dit bon, ça doit être une sorte de point d'entrée, ou alors je me suis dit vraiment ça doit faire partie de peut-être de personal branding ou ce genre de choses, et alors que pas du tout en fait, c'est juste enfin, c'est un moyen plus facile de casser la timidité, donc Exactement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose. Alors parce qu'il y a pas que de la bienveillance sur les réseaux sociaux, loin de là. oui, alors ça, Euh, c'est sûr. en ce moment en particulier, tout le monde s'énerve pour tout. Euh, mais on m'a déjà fait cette remarque du coup que que la gestion que j'en faisais de mes comptes de réseaux sociaux était du 100% personal branding. Mm. Forcément, il y en a, mais c'est pas ce qui m'anime. C'était pas ce qui m'anime sur enfin, la plupart du temps. Alors des Mhm. réseaux sociaux comme LinkedIn, forcément, c'est l'objectif d'une publication sur LinkedIn est de faire soit du personal branding ou bien de la communication corporate ou institutionnelle. Donc Ouais.
oui, effectivement, il y a toujours, quand on est confronté à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a ça. Ma façon d'utiliser les réseaux sociaux, alors je n'utilise plus particulièrement Twitter et de plus en plus Instagram, mais Twitter, alors c'est pas commun, mais je mélange beaucoup le professionnel, le personnel. Mhm. Du coup, alors, peut-être que de temps en temps, c'est le personnel branding qui m'anime, mais je pense pas que ce soit clairement la première chose que l'on peut trouver dans mes publications. Ouais, bah après pour les suivre et tout ça, c'est vrai que ça se retrouve pas. Il y a vraiment c'est comme comme ton métier en fait, c'est pluridisciplinaire, hein, Oui, clairement. Donc ok, exactement. ok. Du coup, ben vu qu'on est là aussi pour ça, est-ce que tu peux me dire un peu plus de choses sur le gaz de manière générale? Ouais, Qu'est-ce que avec c'est plaisir. déjà? Et pourquoi on parle souvent de gaz vert, notamment? Alors le gaz, il y a plein de gaz différents, comme j'ai pu te le dire un peu en introduction. Aujourd'hui, ce qui est utilisé et distribué sur le territoire français, c'est principalement du gaz naturel, avec une petite partie de gaz vert. Euh, le gaz naturel, en fait, est un gaz qui est issu d'extraction c'est une énergie fossile qui est extraite du sous-sol. Euh, L'intérêt, c'est qu'il a des propriétés qui font que il est moins émetteur de gaz à effet de serre que d'autres énergies fossiles. Ça reste une Mhm. énergie fossile, donc c'est aussi pour ça que on essaye de faciliter un maximum l'émergence de ces filières de gaz vert. Et dans les gaz verts, il y a plein de familles différentes et il y a des choses hyper sympas à imaginer. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites qui font de la méthanisation. Donc on va Mhm. prendre en fait des déchets verts, des biodéchets, des restes de déchets de cantine ou comment dire, ou des déchets agricoles. On va les mettre dans des grands digesteurs en fait. Par un processus chimique, ils vont se dégrader, ils vont produire en fait du biogaz. Ce Mhm. biogaz il va être traité. Il y a différentes opérations. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, Oui, oui. voilà, ce biogaz derrière, il va être remis dans les réseaux que l'on exploite sur le territoire national. Et on va mélanger ça aujourd'hui avec du gaz naturel et c'est ça qui va verdir aujourd'hui l'utilisation de notre énergie. Ok. Donc Ça ce va gaz vert, c'est celui qui est le plus mis en œuvre aujourd'hui. On a sur le territoire national, il y a je crois à ce jour 214, 215 sites qui injectent du biométhane Ah oui. dans les réseaux. Et il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons qu'on a de fabriquer encore d'autres gaz. Il y a par exemple du méthane de synthèse qu'on est capable de faire en prenant de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, du CO2. Euh, D'accord. donc en captant du CO2 et en prenant de l'hydrogène vert, eh ben on va être capable aussi de créer du méthane. Donc là, c'est beaucoup plus expérimental pour le moment. On a même en train de voir pour financer un démonstrateur industriel. Mais voilà, il y a encore plein d'autres façons d'imaginer de, de faire du gaz vert, du gaz renouvelable. D'accord, donc en gros, le marché pour tout ce qui est gaz vert et tout ça est absolument énorme alors. Complètement. Et en fait, ce qui est très réjouissant aussi, c'est que l'émergence de ces filières de gaz vert, en fait, quand on était dans le modèle où on exploitait on cherchait des gisements de gaz naturel qui étaient plutôt en Russie, à l'étranger, donc on faisait venir Mhm. l'énergie après sur le territoire national. L'intérêt des gaz des gaz verts, c'est qu'en fait ils sont ancrés sur nos territoires et, Mhm. et que en fait les écosystèmes territoriaux, on décentralise complètement la production d'énergie et ça permet en fait d'ancrer aussi des emplois au sein des territoires. C'est ça aussi qui est très réjouissant en termes d'économie circulaire. Ok. Ok, enfin moi je vois ça aussi d'un œil orienté innovation et tout. Et bon, c'est vrai que depuis des années, je vois ce marché qui augmente, même explose. Ouais, J'ai investi même sur différentes plateformes boursières aussi sur des énergies vertes. Alors j'ai pas les noms là comme ça en tête, mais
Je sais que c'est un domaine qui à terme va de plus en plus grossir et à mon avis, on va vraiment s'orienter vers ce type de choses quand les carburants fossiles auront diminué, on va dire. Quand tu fais du gaz vert, justement de la méthanisation ou ce genre de choses, est-ce que c'est des produits que tu peux utiliser, je sais pas, par exemple, pour d'autres supports que ceux qu'on connaît habituellement pour le pétrole, tu vois, par exemple, chauffer sa maison, un truc tout bête, est-ce qu'on peut utiliser du méthane ou ce genre de choses? Alors, on l'utilise déjà en fait. Hein, Alors il y a dans du les... méthane vert, du Oui, mais en méthane fait, pas vert, comment on s'appelle ça? du biométhane ou Du du méthane de biométhane, voilà, synthèse. merci. Mais en fait, la molécule, c'est toujours la même. C'est du CH4 et parfois elle est Ok. donc extraite du sous-sol, donc ça c'est le gaz naturel. Elle est produite par biométhanisation, mais ça reste du CH4. Ou elle est fabriquée par méthanation, donc c'est le méthane de synthèse, mais ça reste toujours la molécule de CH4. Donc l'intérêt, c'est que quelqu'un qui habite, enfin qui a une chaudière qui lui permet de chauffer sa maison Ouais. ou son appartement, qui utilise aujourd'hui du gaz naturel, si demain on lui distribue du biométhane ou du méthane de synthèse, ça ne lui changera absolument pas du tout le matériel qu'il utilise pour se chauffer. Mais il y a par rapport à ce que tu dis, il y a aussi des usages, et c'est ça qui est aussi très réjouissant dans tout ce qui nous arrive avec les énergies vertes, aussi l'électricité verte, l'hydrogène, c'est que il y a tout un tas d'usages, par exemple pour la mobilité, qu'on va pouvoir réinventer aussi. Euh, on parle par exemple aujourd'hui beaucoup de la voiture électrique. La voiture électrique C'est juste, ouais. nous permettra de garder quelque chose d'assez similaire dans notre mobilité urbaine ou sur des petits parcours, et peut-être que on peut aussi se dire que dès lors qu'on va vouloir faire des grands trajets, on va peut-être prendre des bus qui pourront qui seront plus des usages collectifs ou des trains, mais ces trains donc un train peut rouler à l'électricité, donc à Mhm. l'électricité verte, mais il peut aussi demain on peut aussi très bien le imaginer sur des petites lignes que aujourd'hui c'est des trains au diesel, mais Mhm. qui pourraient être des trains qui vont rouler au biométhane, ce qu'on appelle le bio-GNV. Voilà, donc le gaz naturel véhicule. Euh, Ah ouais, ok. et ça, en fait, c'est ça qui est très réjouissant, c'est qu'on peut imaginer des usages aujourd'hui, mais réinventer demain pour qu'ils soient aussi cohérents dans notre société avec l'utilisation d'énergie renouvelable. Mais tu vois, ça me fait poser une question. Est-ce que toi, par exemple, dans ta vision, on va dire à long terme, enfin dans ce domaine, est-ce que il y a des idées un peu folles que tu as déjà parlé de manière un peu informelle hors de ton métier, mais qui te font penser à des cas d'utilisation ou des technologies qui restent à développer dans ce domaine ou à des opportunités que toi tu vois où il y a très peu, par exemple, d'acteurs ou de personnes qui sont implantées? Alors, il y a des choses qu'on analyse, dont je ne parlerai pas forcément, puisqu'il y a Oui, des forcément, oui. choses un petit peu confidentielles. Euh, Après, en fait, c'est surtout ce qui est très très intéressant, enfin, qui est assez génial dans ces métiers-là, c'est de se projeter aussi sur presque des utopies ou des choses qu'on se dit non, ça ne marchera jamais. C'est impossible. Ouais, c'est Voilà. ça. Par exemple, il y a quelque chose qu'on utilise très peu dans la mobilité, c'est l'utilisation du fluvial. En France, Du fluvial. il y Ah a oui, beaucoup de pardon, fleuves, ouais. beaucoup de rivières, on peut utiliser aussi les canaux, enfin, et avoir des péniches qui roulent avec un méthane de synthèse, ça peut être aussi assez réjouissant pour faire euh, du transport à grande échelle. Toujours la problématique qu'on a, c'est que quand on parle de mobilité, on imagine toujours la mobilité avec un seul et même outil pour faire du premier au dernier kilomètre. Que ce soit Mhm. pour le transport individuel, le transport de marchandises, on Les le voit poids lourds bien. avec le dernier kilomètre. Exactement, on voit bien en ce moment avec les histoires de confinement dans les différents pays ou les Mhm. transports transfrontaliers qui sont un peu compliqués avec les restrictions de déplacement avec le contexte sanitaire, mais en fait, le fait aussi de démultiplier les outils de mobilité, et par exemple, on pourrait très bien imaginer une péniche qui roule, pardon, qui navigue avec une énergie verte comme le méthane de synthèse ou le bio GNV, et qui va arriver dans un port, et les derniers kilomètres, ça va être un camion, une camionnette qui roule à l'hydrogène, qui va faire le dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre. Voilà. Mais Mhm. c'est ces choses-là qui sont assez réjouissantes à analyser et à imaginer.
Tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Un novice, par exemple, qui voudrait démarrer dans ce domaine, je me dis, aujourd'hui, peut-être que vu les infrastructures qu'il faut quand même pour faire ce genre de choses, il ne pourrait pas. Enfin, je me trompe peut-être, et je sais que tu vas répondre derrière, mais peut-être qu'il ne pourrait pas, mais il pourrait quand même, à son niveau, peut-être fabriquer du méthane ou quelque chose comme ça, peut-être, non? Alors il y a plein de alors effectivement je reviens un petit peu en arrière. Effectivement, Vas-y, vas-y. la personne qui voudrait, tu vois, construire une usine de méthanisation, c'est possible, mais c'est quelques millions d'euros d'investissement quand même. Donc Oui, voilà, quand même. faut réfléchir un peu, quoi. Mais ça reste, enfin voilà, en travaillant un peu son projet, c'est des choses qui sont quand même, enfin imaginables, quoi. Il y a d'autres techniques comme la pyrogazéification, qui est le fait de chauffer à des températures très élevées dans une atmosphère assez sèche des déchets bois, par exemple. Les investissements sont un petit peu moins importants. Mais voilà, ça reste quand même des objets qui sont voilà, qui ont une certaine taille, qui ont une certaine taille. Par contre, après, c'est aussi le dynamisme voilà de toutes les filières dans l'énergie, Mhm. ou dans nos fonctionnements d'open innovation. On va vraiment maintenant chercher le travail en coopération et enfin de notre côté, nous on lance beaucoup d'appels à projets en fait pour aussi faire vivre cet écosystème de PME innovantes ou de start-up ou d'entrepreneurs pour éventuellement ensuite faire travailler les uns avec les autres pour un moment que peut-être il y ait quelque chose qui émerge de tout ça avec des tailles un peu plus importantes pour demander les investissements qui restent quand même non négligeables. Voilà. Donc ça, c'est Mhm. quelque chose qui est, voilà, enfin, je donne l'impression d'être un peu trop réjoui tout le temps, mais qui est aussi sympathique pour Non, mais être quelqu'un positif, qui c'est bien. voudrait se lancer, quoi. Mhm. Il y a forcément de l'investissement dans ces domaines-là parce que ça reste des domaines industriels de taille importante, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et qu'on peut imaginer. Donc, en fait, comme tu dis, ou comme je peux le comprendre, et pour les personnes qui nous écoutent aussi, en fait, il y a plusieurs façons d'investir dans la méthanisation, dans le gaz vert et dans tous ces procédés de manière générale. Soit vous pouvez, à votre niveau, je sais pas, faire du recyclage aussi, je pense que ça aide. Tu m'arrêtes si je me trompe, non? C'est ça? Oui, euh, Donc, oui, parce que ouais, dans voilà. le domaine particulier, excuse-moi, je complète ce que tu dis, dans le domaine particulier du biométhane, enfin, il y a toute cette notion aussi de gestion des déchets et la valorisation énergétique en fait de tout ce qui est déchets, qui est déjà travaillé quand même, mais il reste encore des marges de manœuvre et des choses à, à imaginer et à inventer. Hmm, d'accord. Oui, donc en fait, quelqu'un qui veut investir dedans, s'il peut pas créer une entreprise, il peut le faire par exemple via la bourse, il peut le faire à son échelle chez soi avec le tri du déchet, ou alors après il peut aussi rentrer dans une entreprise qui fait aussi ce type de choses en fait. Oui. Ok. Oui, et puis ou alors aussi travailler avec d'autres, voilà, pour faire Créer fusionner des des idées, interactions. ouais, exactement. Et ça, c'est quelque Ok. chose dont on se rend compte qui fonctionne quand même très bien dans ces domaines, puisque effectivement, dès lors qu'on va vouloir passer à une échelle un peu industrielle, voilà, il faut quand même avoir un investissement un peu plus important que ce qu'on a pu vivre dans l'émergence de PME innovantes dans le domaine du digital ou du numérique. Mm. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, deux cerveaux valent mieux qu'un. Enfin, moi, je l'ai vu quand je fais juste l'aparté vite fait là-dessus, mais quand, par exemple, tu m'entraînais pour le TEDx, notamment, forcément, j'avais des idées, mais j'avais pas forcément toute la suite dans mes idées. Et tu étais là pour me challenger, me trouver des idées. Donc, travailler seul, c'est bien. Travailler à plusieurs, c'est encore mieux. Mais surtout, confronter des idées en ayant un aspect de bienveillance et de non-jugement. Parce que si vous jugez trop souvent les idées de quelqu'un, au final, il ne va plus proposer d'idées. Ça, c'est important aussi de le savoir. Oui, C'est un bon développement aussi. exactement. Oui, c'est vrai que on l'a vécu tous les deux parce qu'il y avait aussi il y avait même un troisième cerveau parce que Quentin était aussi là pour te Oui, challenger. c'est juste. Et effectivement, d'avoir aussi cette prise de recul ou de confronter des idées avec voilà, de la présenter et de se dire j'ai la confiance avec un interlocuteur qui va me dire ça va pas. C'est aussi quelque chose qui est très important dans ces domaines-là parce qu'il faut être souvent en capacité de pivoter et de modifier son idée voilà pour la faire grandir. Hmm.
C'est ce que vous m'avez appris tous les deux avec Quentin et toi. Donc encore une fois, merci pour ça. Par rapport à un truc quand même assez important que je vois, le prix au niveau de ce type de technologie. Si, je sais pas, tu fais le plein dans une voiture ou tu l'utilises pour ta maison, est-ce que tu as un ordre d'idée par rapport aux autres technologies comme le gaz, comme le pétrole, comme l'électricité ou ce genre de choses? Alors, chez les salariés qui bossent chez les transporteurs ou les distributeurs d'énergie, on n'aime pas parler des prix parce qu'en fait, Ah, c'est pas pardon, nous ouais. qui les. Non, non, mais je vais juste expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Vas-y, c'est vas-y. pas nous qui, enfin, on ne gère pas du tout le prix de l'énergie sur plutôt les fournisseurs, les gens chez qui on va Ah oui, c'est justement vrai. acheter de l'énergie, comme EDF, Total, Engie, enfin Eni, enfin voilà, il y a tout un tas de personnes qui euh, qui sont dans la vente en fait d'énergie. Après, Mhm. Quand tu oui, cites 3 entreprises, c'est bon, on est compliant, ça. exactement. Mais c'est aussi parce que dans notre ADN voilà de salarié de GRDF, on a aussi des obligations et on a par exemple une Bah oui, obligation de forcément. non discrimination des fournisseurs d'énergie. Alors je devrais même préciser que si vous voulez retrouver la liste complète des fournisseurs d'énergie, vous pourrez la trouver sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Voilà. Mais tout ça pour dire que de toute façon c'est pas quelque chose qui, enfin nous, notre enjeu voilà de distributeur, c'est de montrer Ouais. qu'il y a d'abord plein d'usages qu'on peut imaginer avec l'énergie que l'on distribue, qui est le gaz, Mhm. et que ces usages ils vont être de plus en plus verts avec du gaz qui se verdit de plus en plus dans les réseaux jusqu'à ce qu'on obtienne 100% en 2050. Et puis D'accord. après, on a quand même des notions de comparaison, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, à isolation équivalente dans un logement, se chauffer à l'énergie gaz est plus économique que l'énergie électrique ou le fuel. Mais l'investissement de Parce que, départ entre une installation gaz et une installation électrique est plus en faveur de l'électricité. Donc il y a quand même des choses qu'on peut donner, quoi. Mais globalement, voilà. parce qu'il y a peut-être, Ce que je voulais te il y a dire, peut-être pas c'est encore que d'économie derrière, d'échelle. alors sur la mobilité, en fait, surtout ce dont on se rend compte, c'est que l'énergie gaz, elle est vraiment hyper intéressante sur les camions, sur les bennes ordures ménagères, sur les bus. Voilà. Et par contre, la mobilité électrique est assez intéressante sur les petits véhicules où on va faire de l'urbain, parce que c'est facile aussi à recharger. Ah, On trouve des je prises vois. partout. Voilà. Alors, ça posera d'autres questions parce qu'aujourd'hui, l'architecture des réseaux électriques, est-ce qu'elle pourrait tenir si tout le monde avait un véhicule électrique et qu'il charge en même temps? Mais voilà, il y a d'autres questions, mais qui sont aussi hyper challengeantes pour tous les réseaux de distribution. Et cette question-là, par exemple, de la recharge électrique des véhicules, elle impacte Mhm. aussi les réseaux gaz. C'est-à-dire que si tout le monde charge un véhicule électrique pendant la pointe du soir l'hiver, donc on pourrait risquer de faire tomber le réseau électrique. Mais est-ce que justement le réseau gaz, il peut pas être là pour aider le réseau électrique pour que collectivement en fait on ait des réseaux qui permettent de distribuer de l'énergie à tous. Voilà. Et quand je dis cette dernière phrase, tu noteras que j'ai essayé de faire en sorte de ni dire ni gaz ni électricité. Voilà. J'ai Mais je vu, dis le j'ai réseau vu. d'énergie qu'on utilise, il y en a plusieurs. Et l'objectif, c'est que à terme, ce soit un réseau vraiment le plus connecté possible aux énergies renouvelables et au service de tous. Parce que après, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, mais l'idée, ce n'est pas de promouvoir tel ou tel produit, telle ou telle énergie. L'idée ici, c'est vraiment de regarder les technologies qui existent, que ce soit celle du gaz, celle de l'électricité, celle de l'hydraulique, toutes celles qui sont disponibles sur le secteur, et comment on peut les lier avec de l'open innovation aux différentes personnes et acteurs dans ce domaine pour qu'on arrive à une économie qui soit complètement circulaire en énergie verte. Je sais pas si... Exactement. C'est Bon, très très bien synthétisé. Et le maître mot là-dedans, c'est effectivement l'interconnexion des réseaux. Alors, ça a l'air interconnexion, c'est ça. un peu surprenant de dire, ben, je vais interconnecter le réseau gaz avec le réseau électrique, parce que
il y a un c'est un fluide, l'autre c'est des électrons dans un fil. Mais en fait, il y a voilà, on peut si à un moment je produis trop d'électricité verte, à un moment où je la consomme pas, je peux la transformer en hydrogène en faisant de l'électrolyse de l'eau. Et cet hydrogène, je peux mélanger une partie de l'hydrogène avec le biométhane qui est dans le réseau, parce que le réseau gaz permet de stocker plus facilement de l'énergie renouvelable. Voilà. Donc c'est ces choses-là que l'on peut imaginer dans des fonctionnements d'économie circulaire d'énergie verte sur des territoires. Ok. Ben, tu vois, ça fait une bonne introduction pour la deuxième partie qui va plus s'orienter sur toi, toi de manière générale, sur la gestion de tes journées, de ton travail et tout ça. Est-ce que tu as des applications favorites pour entretenir ton réseau, ta vie professionnelle et ta vie perso? Tu vois, par exemple, pour créer des routines ou alors pour échanger avec les gens ou ce genre de choses. Alors, c'est une question qui est hyper intéressante, surtout en ce moment, parce qu'en fait les routines, elles changent tellement avec Ouais, bah oui. les conditions sanitaires, voilà. Mais c'est une vraie interrogation parce que voilà, j'avais des routines avant, j'avais des routines après, j'avais des routines au milieu. Voilà, j'essaye, mais c'est pas toujours évident. Alors, j'essaye d'avoir une routine d'abord. Où j'interagis beaucoup. On en a parlé sur les réseaux sociaux. De temps en temps, j'essaie aussi de me mettre une routine où je les coupe. Alors c'est très difficile, mais j'y arrive un peu. Et puis dans ma façon de gérer mes journées, alors ma routine de gestion de temps, c'est que ça reste quand même Outlook. Voilà, c'est Office 365 est l'outil qu'on nous met à disposition dans mon entreprise. J'ai beaucoup de voilà, on a beaucoup d'outils qui fonctionnent plutôt très bien d'ailleurs dans cette suite. Outlook, du coup, moi, vraiment l'agenda, je mets tout dedans. Mais je mets tout, c'est-à-dire y compris du pro, du perso. Je m'aménage aussi des temps de pause dedans. Pour pas être dérangé, c'est ça? Exactement. Par exemple, en ce moment, donc en France, il y a un couvre-feu à 18h. J'ai mis en routine tous les jours de la semaine, de 17h à 18h, d'aller faire un footing. Ah, bien. Ouais, alors je ne fais pas tous les jours, mais par contre, Moi bien. voilà, parce que parfois j'ai la réunion qui déborde ou j'ai pas l'envie, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour faire la gestion du temps, parce qu'on peut effectivement vite se faire déborder. Et ça me permet vraiment du coup de rythmer ma journée et de pas me laisser embarquer aussi dans des temps de travail ou des temps de pause trop importants, quoi. Typiquement aujourd'hui, on s'était donné rendez-vous pour le Dans 10 ans? podcast, et même si c'était un moment sur du temps perso pendant un week-end, je l'ai mis quand même dans mon agenda. Voilà. Alors, Bah ça permet de gérer mon temps. Voilà, bah, moi je rebondis là-dessus. J'accorde énormément de valeur et de sens moral à ne pas intervenir sur le temps des autres et j'aimerais énormément qu'on fasse exactement la même chose pour moi parce que quand j'envoie un message par exemple à quelqu'un, je sais que je m'introduis dans son temps. Tu pourras compléter si je me trompe, mais je sais que je m'interromps peut-être dans une activité, dans ses tâches et c'est pour ça que moi sur tous mes réseaux sociaux, les notifications sont désactivées, hormis WhatsApp. Parce que à côté j'anime le groupe Telegram et tout ça et de temps en temps je réponds aux gens pour les aider, mais mis à part ça j'accorde beaucoup d'importance à ne pas déranger les gens dans leurs activités et tout ça, donc c'est pour ça que je ne les appelle pas avant d'avoir convenu d'un rendez-vous téléphonique au préalable, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire du démarchage téléphonique et je pense que voilà, après on entre dans une autre discussion, mais comme dit Philippe, c'est important de se positionner sur des moments où vous pouvez avoir du temps pour vous, pour travailler ou pour faire d'autres choses qui n'ont pas forcément rapport avec votre travail. Alors, ce que tu dis là, il y a quelque chose moi, qui m'a fait beaucoup de bien il y a quelques mois. Tu parlais des notifications sur les réseaux sociaux. On l'a évoqué à 2 reprises là pendant le podcast. Donc, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux et il y a au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Ça m'a pris comme comme une envie comme ça. J'ai enlevé toutes les notifications, mais vraiment, quand je dis c'est toutes les notifications. Toutes, ok. Twitter, Instagram, les seules que j'ai gardées étant les SMS et
le téléphone. Voilà. Et vraiment, Mhm. tous les autres, je les ai enlevés. Ça a été très compliqué. Clairement, je me suis détoxifié l'esprit à ça. Mais c'est vrai que Mhm. c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui. En fait. Ah bah oui. Après, de toute façon, quand on enlève en fait les notifications, on est souvent dérangé en pleine activité. Moi, quand je travaille, je mets souvent le mode ne pas déranger parce que déjà, je sais que je vais recevoir des appels de personnes qui ne respectent pas forcément le temps que j'ai pour moi pour travailler, alors qu'ils n'ont pas forcément de rendez-vous pour m'appeler, et du coup, bah, ça me coupe dans ma, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais dans ma concentration. Surtout quand tu es hyperactif comme toi et moi, je pense. Quand tu es en train de faire une tâche, il te faut 15 minutes avant de te remettre dedans après. C'est un peu ça, oui. Donc voilà. À quoi ressemble une journée type à côté de toi, d'ailleurs? Alors, une journée type. Alors, si tu étais installé aujourd'hui à côté de moi, tu On serais peut en dans faire la une même pro et une perso si tu veux. une journée type à côté de moi, c'est aujourd'hui c'est de, de visio via Teams ou Zoom pour de l'échange ou voilà du travail en tête à tête sur des projets. Et puis de temps, alors ce serait aussi quelques temps de pause comme je disais, que je prévois dans mes journées pour faire de la musique, pour faire aussi autre chose. Mmh. Après, il y a aussi des euh, des temps où un peu comme tu l'expliquais où pareil je coupe tout et pendant une heure je vais me concentrer sur un dossier. Et sur le côté perso, je sais pas si tu veux dire un point dessus ou pas du tout. Alors dans mon temps personnel, il y a quelque chose que je pratique beaucoup, c'est la musique et parce que je fais du violoncelle. Je fais du Mhm. violoncelle plutôt en musique d'ensemble, en orchestre. Donc autant vous dire qu'effectivement avec la crise sanitaire, toutes ces choses-là se sont beaucoup arrêtées. Dans ton activité ou de manière personnelle, j'aime beaucoup poser la question qui va suivre, c'est qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs? Alors moi, vraiment sans aucune réflexion, c'est les réseaux sociaux. On l'a un petit Mhm. peu évoqué déjà, mais bon, le web, il y a plein d'autres choses, mais sur la facilitation, sur plein d'outils, sur l'autonomisation aussi d'un certain nombre de tâches, mais vraiment le fait de pouvoir échanger très largement avec plein de gens, avec des gens qui ont de cercles professionnels ou personnels qui n'auraient pas forcément été connectés naturellement. Ça, je Mhm. trouve que ça m'a apporté le plus. Alors, je sais pas si tu peux me répondre ou pas, si tu as vraiment une idée là-dessus, parce que je vois souvent que les week-ends, bah, un peu comme moi en fait au final côté suisse, mais tu te retrouves en montagne seul avec toi-même ou avec des amis. J'allais te Ouais. demander où tu prends ton inspiration pour rester éveillé, pour rester suffisamment sage, parce que ce qui se dégage aussi de ta personnalité quand on échange ou quand on voit aussi tes tweets sur les réseaux sociaux ou ce genre d'éléments, on a l'impression qu'il y a un côté sagesse, un côté inspirant et tout ça. Où est-ce que tu prends tout ça? Alors, je le prends effectivement dans ces moments de ressourcement qui peuvent être à l'extérieur. C'est assez récent. Hein. J'ai pas toujours été comme ça, mais c'est quelque chose qui effectivement qui fait du bien. J'ai la chance d'habiter aujourd'hui dans un territoire qui a un panel de paysages ou d'activités dans la nature qui est quand même assez exceptionnel. Hein. We love l'Auvergne hein, quand même. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez génial et je suis assez chanceux de pouvoir vivre ça. J'ai pris aussi beaucoup de recul sur aussi la relation aux gens. Les réseaux sociaux, c'est pas que de la bienveillance. Il y a des haters, il y a de la C'est sûr. contradiction. Oui, j'ai Voilà. vu que j'ai vu que tu avais fait aussi part d'un hater récemment Il y a sur le pas très violoncelle. longtemps. Oui, Ouais. mais effectivement, c'est quelque chose qui aussi me nourrit en me disant, voilà, il y a pas tout le monde, c'est comme ça. Et après, c'est une façon de voir le, voir les choses un peu différemment pour pas qu'elles nous atteignent dans les choses que l'on peut partager, que ce soit Mhm. du boulot ou du perso.
Sur ce dernier point d'ailleurs, parce que là, tu évoques cet épisode-là où effectivement, je l'ai peut-être un peu plus difficile à gérer parce que ça touchait personnel. Moi, je suis dans un domaine quand je peux avoir de la contradiction dans des propos que je peux avoir un peu plus professionnels, parce que on est toujours très clivant quand on parle d'énergie. On peut opposer l'énergie à l'écologie, l'énergie fossile, l'énergie verte. On peut avoir de la contradiction. C'est plus facile parce que effectivement, quand c'est dans des domaines professionnels, on a la distance du pro qui fait que ça ne nous atteint pas personnellement. Quand ce sont des choses qui sont plus personnelles, c'est forcément plus difficile, mais c'est aussi ça qui nous fait grandir sur le fait que pas tous aller dans le même sens, et que c'est pas très grave tant que on est assez serein soi-même dans ce qu'on vit et dans ce qu'on a envie de vivre. Ouais, moi je te rejoins à 100% là-dessus, c'est sûr. On arrive alors je sais pas si tu es un petit peu plus concentré ou pas, parce que je crois que tu bouges beaucoup en ce moment, mais on arrive à la question secrète. La fameuse, celle dont on n'a pas le droit de savoir quoi que ce soit avant. Voilà, c'est ça. En fait, donc l'idée pour la question secrète, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai une question qui est préparée à chaque fois pour chaque personne sur le podcast, qui est plus ou moins corrélée avec le sujet ou pas du tout, des fois. Et l'idée, c'est simplement de répondre à cette question de manière constructive, parce que j'avais eu ce type de questions quand j'avais fait des entretiens chez Google et tout ça, et ça m'avait vachement retenu l'esprit, et du coup, je me suis dit, je vais la transposer dans le podcast. Donc du coup, pour toi, Philippe, tu as le temps que tu veux pour y répondre. Tu peux même prendre quelques temps pour y réfléchir. Ça sera certainement coupé au montage de toute façon. Mais voilà, tu peux répondre. T'as pas besoin de poser de questions ou autre. Tu prends le temps que tu veux pour y répondre. Donc tu me dis quand t'es prêt, et puis vas-y, je vais d'y aller cash. Très bien. Alors, elle est pas facile pour une fois, mais elle est intéressante. Elle est intéressante. Quel serait pour toi ton plan? On va dire que tu as atteint un certain niveau dans ta vie et tout ça, et que tu es devenu une sorte de personne suivie et réputée dans le monde entier, donc pas qu'au niveau national, pas qu'au niveau national. Quel serait ton plan pour, on va dire, conquérir le cœur des gens, pour leur faire appréhender l'open innovation, le travail ensemble dans le même but commun, et comment justement évoluer dans cette dynamique? T'as le temps que tu veux pour répondre. Je vais même pas prendre le temps pour réfléchir, parce que c'est presque une question que je me suis déjà posée. Que je me suis déjà posée, en fait. C'est comment on peut aussi avoir un impact un peu plus important dans ces domaines d'open innovation qui peuvent être aussi un peu, utilisés un peu de manière bullshit. Donc, mais pour être concret et dans le dynamisme de l'open innovation, moi, il y a quelque chose sur lequel je crois assez, que j'essaye de porter, c'est que derrière, il y a toujours des idées, il y a des inventions, il y a des projets, il y a des industries, il y a mais finalement, tout ça, c'est que ce qui est visible, c'est la face émergée de l'iceberg, et que derrière, c'est des gens qui les portent. Et justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'émission que je peux essayer de porter, c'est de mettre en relation les gens, c'est de mettre en valeur les gens, c'est d'être toujours sur ce côté de porter des projets, mais en étant avec d'autres humains, à réfléchir, à changer d'avis, Et ça, c'est pour moi quelque chose qui peut être un dénominateur commun pour justement diffuser cette open innovation. Dans le mot open, il y a, c'est le mot ouvert. Donc c'est les idées qui peuvent être ouvertes sur les écosystèmes et sur les idées, mais on est ouvert vis-à-vis aussi des gens. Voilà. Et c'est ça, qui pourrait être ma réponse à ta question secrète. Donc en 3 étapes concrètes, en gros, ça serait de propager l'idée, je sais pas, par exemple, via les médias, typiquement. Et en 2e et 3e, ça serait de trouver peut-être des personnes influentes dans ce domaine pour propager davantage le concept. Alors, surtout, si tu veux,
on dit propager une idée par les médias, mais c'est pas l'idée qu'on veut propager, c'est l'idée de quelqu'un, ou l'idée d'un collectif, et que derrière on va aussi fédérer d'autres personnes par rapport à voilà, convaincre que c'est des vraies personnes qui portent ces projets-là. Et c'est ça qui, je trouve, dans le mot open innovation est le plus intéressant, plutôt que de se dire c'est la start-up truc-muche qui peut travailler avec la PME innovante machin, quoi. Voilà. Mais derrière, il y a toujours des histoires de personnes. Il y a des gens qui incarnent aussi des projets, et c'est ça qui est pour moi important de mettre en valeur sur les démarches d'open innovation, pour faire travailler les gens ensemble, et c'est ça qui fait grandir ensuite les projets. Wow, ok, intéressant, très intéressant. Super. Pour la suite, pour les personnes qui veulent te suivre, te soutenir ou tout simplement pour suivre ta route, est-ce que tu peux nous communiquer les endroits où tu es le plus présent, ou les endroits où tu veux envoyer les gens ou te contacter par mail, ou en fonction de ton temps, forcément, parce qu'on n'a pas tous le même. Voilà, vas-y, je t'en prie, c'est ta partie à toi. Alors, non, je ne mettrai pas mon 06 quand même. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour échanger. Pour Twitter et donc @philipignou. Voilà, qui est le même pour mon Instagram. Et si vous voulez d'ailleurs voir un petit peu ce que justement je partage en photo, ce que je peux faire en ce moment sur les randos à la neige, etc., ce sera sur Instagram. Et voilà. Incroyable. Le fil de discussion pourrait être sur Twitter. Ok, donc pour bien vous les plaire, c'est FILBINIOU, Philbignou. Voilà. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Philippe, pour ton temps. Et puis, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur ce podcast depuis le temps que j'attendais ça. Et en tout cas, et je te dis, on se retrouve bientôt pour un burger en Suisse ou à Clermont. Avec le plus grand plaisir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.